Et Skydancing, c'est une école qui est très ancrée dans la vie concrète en fait. Il y a des dimensions très spirituelles, mais ce n'est pas quelque chose d'éthéré qu'on ne pourrait pas appliquer dans sa vie de tous les jours. Comme disait Laurence, le vrai stage de Tantra, il commence à la fin du stage. Bonjour à vous, bienvenue dans ce nouvel épisode de l'Écho des étoiles. Aujourd'hui, j'ai la chance d'accueillir Laurent et Laurence, qui sont deux formateurs du Skydancing, cette école qui est vraiment la source du tantra, en tout cas en France. On entend beaucoup parler et j'ai hâte avec vous de découvrir leur parcours à tous les deux et l'origine du tantra, l'origine de cette école, qui est donc en lien avec Margot Anand. On va pouvoir découvrir ensemble leur vision, ce qu'ils apportent au niveau de leur stage et puis l'Institut Skydancing qui rayonne à l'international aussi. Si vous appréciez ces podcasts, je vous invite à vous abonner, à mettre des pouces en l'air au niveau de la vidéo ou à nous écouter sur Spotify, Deezer, Apple Music. On est partout et on y met beaucoup d'énergie. C'est parti ensemble avec Laurent et Laurence. Bonjour Laurence et bonjour Laurent donc, pour cette nouvelle interview de l'Écho des étoiles qu'on ne voyait pas du tout faire sans le Skydancing, donc vous représentez tous les deux. Merci beaucoup d'accepter cet échange. Et pour la première question, pour découvrir un petit peu plus votre parcours et le tantra proposé par le Skydancing, et puis ensuite, on pourra voir aussi les différents stages que vous proposez au hameau. Mais pour commencer, est-ce qu'on peut voir vos parcours? D'où vous venez? Comment le tantra est entré dans votre vie? Et puis tout le chemin pour ensuite arriver formateur du Skydancing et notamment du TEL donc, au hameau de l'Étoile, qu'on a la chance de vous accueillir. Encore merci. Donc je peux peut-être commencer par toi, Laurence. Ok. Ok. Alors, moi, je viens de l'univers de la thérapie, plus précisément de la thérapie psychocorporelle. Je suis formée et certifiée dans une approche qui s'appelle l'analyse bioénergétique. Et moi, je suis venue au Tantra il y a à peu près 25 ans, où j'ai fait mon premier stage ici, au hameau de l'Étoile, avec Margot. À l'époque, Margot Anand, donc, qui est la fondatrice de l'école Skydancing Tantra. Et j'y suis venue, en fait, au début, parce que je m'intéressais à la question de la relation. J'avais envie de trouver un espace qui soit peut-être différent de la thérapie pour m'intéresser à la question de la relation à l'autre. Et puis moi, de ce que j'avais compris à l'époque de l'extérieur, j'aimais que le tantra puisse s'intéresser à la question du corps, en fait, comment aborder les choses avec le corps. Moi qui étais déjà formée dans une approche donc psychocorporelle où j'avais cette affinité-là. Voilà, et puis donc, au départ, j'y suis vraiment venue à titre tout à fait personnel. Et puis, la vie a fait que, une fois que j'ai commencé à m'intéresser à cette démarche, et les choses ont fait qu'avec mon compagnon de l'époque, et puis aussi plus tard avec d'autres personnes avec lesquelles j'ai animé, j'ai eu l'opportunité de commencer à proposer des groupes. Et j'ai découvert la richesse d'un accompagnement dans un contexte collectif, moi qui connaissais plutôt la notion de thérapie individuelle. Et ça, j'ai beaucoup aimé. Alors que j'avais une personnalité qui était plutôt assez réservée et timide, j'aurais jamais imaginé que moi j'animerais des groupes un jour, et en fait c'est devenu la chose principale de mon activité aujourd'hui. Au-delà de ce pourquoi je suis venue au Tantra, après ce que j'ai découvert, c'est aussi un regard posé sur la vie que propose le Tantra, un regard non duel de comment pouvoir être plus ouverte, plus disponible pour ce que la vie me propose de vivre, et c'est probablement ça la dimension majeure qui m'a fait rester dans cette démarche. Voilà, et puis j'ai rencontré cet homme avec qui je suis en relation depuis 14 ans, Laurent, et voilà, alors il y a notre relation personnelle et puis aussi notre lien au Skydancing, puisque Margot Anand nous a proposé de prendre la direction
au niveau international de Skydancing il y a maintenant environ 10 ans. 15 ans. 15 ans. Non, c'est moi qui dis une bêtise. Ouais, 10 ans à peu près. Et voilà, donc on surfe ensemble voilà, sur, dans à la fois notre posture professionnelle et personnelle. Voilà un peu en quelques mots rapides, 25 ans de parcours, on va dire. Ouais. Bah oui, du coup, de découvrir le tantra, d'être choisie après par Margot Anand. Ouais. Je ne sais pas comment ça s'est fait, si c'était choisi ou si ça a été Ouais. presque une évidence parce que vous étiez très impliquée. Disons que moi, après avoir fait mon parcours personnel, le fait que j'étais déjà dans l'accompagnement de personnes, et puis ce que je disais juste avant, que j'ai commencé à proposer des groupes, je les proposais de mon côté. Et puis un jour, Margot et puis Nital, donc, qui est la directrice de l'Institut francophone, m'ont approchée pour commencer à animer dans le cadre du cursus principal de Skydancing. Et aujourd'hui, donc toute l'école au niveau... Ouais, voilà, plusieurs années plus tard, il y a eu ça super. aussi. Ouais. Et pour toi, Laurent, comment tu as découvert le tantra ? Moi, j'ai découvert ça il y a 25 ans à peu près, le tantra. Donc moi, j'ai un parcours où je suis originaire du sud-ouest, donc j'ai été élevé dans un milieu avec du confit de canard et des pruneaux. Et puis j'ai eu un parcours assez, je dirais, classique d'enfant de fonctionnaire. Je suis devenu assez vite banquier. J'étais banquier, je suis un banquier défroqué. Et j'ai commencé le tantra il y a maintenant 25 ans. Et j'y allais parce que à l'époque, mon couple battait un peu de l'aile et j'avais espoir que le tantra nous aide à corriger un petit peu ce qui n'allait pas dans notre relation de l'époque. Alors ça ne nous a pas du tout aidé à ça, mais ça nous a aidé à nous séparer bien. Et donc aujourd'hui, on est toujours en très bonne relation et j'ai plaisir à ça. Vraiment, ça a été et ça, je crois que je dois ça au tantra. Voilà, alors j'ai commencé à faire des stages pour moi pendant 10 ans et puis un jour je me suis dit mais c'est tellement chouette ce truc que j'aimerais beaucoup le transmettre. Donc je me suis formé, à l'époque il y avait une formation pour enseignants du Skydancing et puis c'est arrivé qu'on soit retenu pour animer ensemble une semaine du TEL. Et puis ça s'est bien passé. Puis Margot et Nital, donc la fondatrice et la directrice de l'Institut francophone, ont trouvé qu'on animait correctement et que ça leur plaisait bien d'avoir un couple en fait dans la vie. Donc elles nous ont donné rapidement plusieurs semaines du fameux TEL, donc qui est le parcours individuel de Skydancing, qui est sur 6 semaines, sur 2 ans. Tu vois passer ces stages puisque ça se passe ici. Et qu'est-ce que ça veut dire TEL ? TEL, alors c'est Training for Ecstasy and Love, parce qu'à l'origine, Margot l'avait créé avec un nom en anglais aussi. Et TEL, donc formation à l'extase et à l'amour, en français, dans le texte. Oui, pardon. Tu as raison. Et donc on s'est mis à être les principaux animateurs référents du TEL en France. Et un jour, Margot a cherché des personnes pour lui succéder, pour en tout cas co-diriger avec elle le Skydancing, qui en fait est une grosse organisation internationale avec un institut francophone que tu connais, puisque c'était ici on vient là depuis 35 ans. Et puis il y a aussi un institut aux États-Unis, il y a aussi un institut en Allemagne. Et puis là, on part bientôt au Brésil pour démarrer cet enseignement au Brésil également. Donc Margot a choisi que ça serait nous qui lui succéderions. Et au début, on a géré Skydancing sans signer vraiment de papier, sans s'organiser vraiment avec Margot. Et puis quand on a été sûr, elle, de ce qu'elle nous voulait bien et que nous, on était OK de travailler avec elle et pour elle, on a formalisé un peu ça. Et aujourd'hui, on est officiellement et juridiquement les successeurs de Margot dans la direction de cette école. Super. Et effectivement, cette école, elle est très connue dans le monde du tantra, en tout cas en France. C'est vrai que tous les formateurs que je côtoie sont passés à un moment donné par votre institut, par cette école. Parce que notamment, je crois que Margot Anand, c'est vraiment une des pionnières qui a porté le tantra en France.
Et donc pour ceux qui ne connaissent pas le tantra, comment vous le définiriez? Comment Margot l'incarne, on va dire, j'imagine, parce que c'est du coup un peu sa transmission, enfin c'est complètement sa transmission que vous apportez, j'imagine. Donc pour vous, comment vous le présenteriez, donc le tantra? Moi je dirais qu'à l'origine, il y a des courants tantriques traditionnels. Donc ça existe dans l'hindouisme, ça existe dans le bouddhisme. Mais la forme que véhicule Skydancing et plein d'autres écoles que tu vois ici qui proposent leur stage au Hameau de l'Étoile, c'est une réinterprétation occidentalisée de ces courants traditionnels. Et très déformée d'ailleurs. Très déformée parce que le tantrisme traditionnel, c'est quelque chose de relativement complexe qui est décrit dans des traités, dans des tantras. Tantra, ça veut dire traité à la base. Alors ça veut dire tisser, bien sûr, mais là, en l'occurrence, c'est un tissage de mots ensemble. Et donc, ces traités, au même titre que d'autres ouvrages comme des agamas ou des karikas, transmettaient la doctrine tantrique, qui est une doctrine super compliquée. Et probablement qu'il y a des Occidentaux qui ont voulu transmettre un peu de l'esprit de cette doctrine au travers de stages plus contemporains, en les brassant, en les mélangeant avec des techniques de psychothérapie. Et ça a démarré, il faut que tu imagines, dans les années 70-80, 80 disons. Et Margot, c'est vraiment une des pionnières de ça, parce que Margot, ça a été longtemps une disciple d'Osho. Et Osho, ce n'est pas un maître tantrique, mais c'est un sage qui s'est dit illuminé et qui a discouru sur plein de formes de spiritualité, comme le soufisme, le zen. Et puis il a beaucoup parlé, avec beaucoup d'affinité, notamment du tantrisme. Et donc beaucoup des personnes qui sortent de chez Osho, qui ont été influencées par Osho, se sont mis à animer des stages de tantra dès lors qu'ils ont quitté les communes d'Osho pour venir dans le monde. Et alors Margot, elle a cette particularité qu'elle est la deuxième personne à qui Osho a confié des stages de tantra, des ateliers de tantra. Donc à l'époque en Inde. À la grande époque. Quand elle était en Inde, oui. Dans les années 80. Et au départ, il avait confié les stages de tantra à une américaine qui s'appelait Kavisha, qui était psychothérapeute, et puis qui a arrêté, je crois, pour des raisons de santé, me semble-t-il. Et tout de suite, il a décidé que ça serait Margot, qu'à l'époque, peu de monde connaissait, qui serait la seule, enfin la personne qui animerait le tantra dans la commune d'Osho. Et quand Margot a quitté les communautés Osho, elle est revenue en Europe et aux États-Unis, eh bien elle a lancé Skydancing Tantra. Donc Skydancing Tantra, c'est l'enseignement de Margot Anand, c'est sa création. Pour ce qui est du tel, c'est le contenu d'un de ses best-sellers en fait, parce que Margot est écrivain, elle a écrit des livres. Et elle a écrit notamment un livre qui s'appelle « L'art de l'extase sexuelle ». Et comme c'est un sujet qui intéresse tout le monde, il s'est beaucoup vendu à l'époque. Il s'est vendu, je crois, 1 million d'exemplaires. Il a été traduit en 13 langues. Et à cette époque, Margot, dans les années 80, fin des années 80, début 90, c'était vraiment et c'est toujours une référence mondiale pour cette forme contemporaine de tantra. Donc elle a vraiment structuré, si tu veux, la manière de proposer en fait ce travail aux personnes. Et c'est ce qui fait que même des gens qui ne sont pas reliés à Skydancing, qui proposent aujourd'hui leurs activités de tantra, sont bien souvent vraiment influencés, inspirés de près ou de loin. Il y a même quelquefois des gens qui ne sont jamais passés par Skydancing, mais qui ont eux-mêmes été formés par des gens qui étaient passés par Skydancing et qui en fait structurent leurs propositions, leurs stages, beaucoup comme Margot a proposé dès le départ. Donc c'est là où on voit vraiment l'empreinte, c'est vrai, forte qu'elle a eue sur cet univers du tantra dit occidentalisé, on va dire. Et avec Margot, on s'est mis d'accord sur une appellation de cette forme de tantra. On a dit, on va appeler ça le tantra d'aujourd'hui. Et ouais, c'est une réinterprétation occidentalisée et mélangée avec des techniques de thérapie
du message non-duel de la tradition. Alors non-duel, c'est quoi? Ça, c'est le fil rouge pour moi de tout ce que devrait être le tantrisme. C'est l'idée de non-dualité. Et non-dualité, ça commence à une échelle manifestée dans le monde par sortir des jugements, des catégories, de ce qui est bien, de ce qui est mal, de ce qui est beau, de ce qui est laid. Parce que pour le tantrika, il y a juste l'expérience et l'apprentissage par l'expérience, la quantité de conscience que je mets dans ma compréhension de moi et la quantité d'énergie et de vitalité que je suis capable de maintenir dans ma vie de tous les jours. Ça, je dirais que c'est le travail du tantrisme de base. Après, il y a une dimension ésotérique, mais ça ne sert à rien d'aller dans la dimension ésotérique du tantrisme dès lors que ce n'est pas ancré dans une réalité quotidienne. Sinon, ça ne sert qu'à s'isoler du monde. Et justement, si je fais le lien avec ce que tu dis, Laurent, autour de cette question que dans un stage de tantra, en fait, on s'intéresse à regarder comment on peut être en lien avec notre énergie vitale, et que cette énergie vitale, quand on vit des choses chouettes dans la vie, en général, c'est assez facile de se sentir vivant. Par contre, quand on fait face à des moments d'adversité, c'est là où quelquefois c'est plus compliqué, où on se ferme, on est moins en lien avec l'extérieur, où on se sent plus déprimé, etc. Et c'est là où éventuellement la voie du tantra peut nous aider à regarder finalement comment je peux rester vivant, vivante, quelles que soient les situations que la vie me demande de vivre ou m'invite à vivre. Et moi, je voudrais faire un aparté parce que c'est clair que le tantra souvent est connu et en lien avec la question de la sexualité. Alors oui, c'est juste, c'est tout à fait juste. Pourquoi ? Parce que en fait, la voie du tantra est peut-être une des rares voies qui ne met pas de côté le fait d'aller regarder aussi ce qui se passe avec notre énergie vitale en lien avec notre sexualité. Par contre, c'est probablement réducteur de dire que c'est une voie qui s'intéresse uniquement à la question de la sexualité, parce qu'on va regarder notre énergie vitale de manière beaucoup plus globale que uniquement ce qui se passe dans notre sexualité. Et donc, c'est probablement une des thématiques qui fait venir beaucoup de gens au tantra, parce que je trouve que c'est aussi quelque chose de chouette, qui est que bien sûr on peut y venir parce qu'on a des problématiques, où on vit des choses souffrantes en lien avec notre sexualité, mais il y a aussi des gens qui y viennent tout simplement parce qu'ils se disent tiens, mais peut-être que je peux vivre ma sexualité autrement, différemment, ou de manière plus joyeuse, ou je ne sais pas quoi, et que je peux aller regarder les choses non pas uniquement sous forme de problème. C'est-à-dire que aujourd'hui, il y a des espaces qui existent pour regarder notre sexualité, qui s'appellent aller chez un sexothérapeute, un sexologue, mais il y a plus un peu l'angle de la problématique, alors que le tantra s'ouvre au fait de est-ce que je peux peut-être comprendre des choses différemment en lien avec ma sexualité. Alors souvent, c'est un point d'entrée, et pas forcément le seul, il y a des gens qui viennent aussi au tantra pour d'autres raisons. Et puis après, l'idée c'est de regarder aussi peut-être comment cette voie, elle peut, une fois qu'on a passé ce point d'entrée, se relier à cette essence que toi Laurent tu évoquais, qui est cette notion de voie non duelle. J'arrête de regarder la vie en ça c'est bien, ça c'est mal, ça me va, ça me va pas. C'est quoi. Je vis des choses et comment je peux faire avec ça et être vivant. Voilà peut-être un peu comment je trouve se que dire c'est super juste ce ouais. que tu as raconté là sur la partie que le tantra prend aussi en compte cette partie-là de nous, effectivement sexuelle, mais comme c'est un peu la seule qui l'incorpore dans la pratique, des fois on fait un focus là-dessus, alors que ça en fait juste partie, comme tout notre être, il n'y a pas que cette partie-là, mais au moins le tantra l'englobe aussi et le travaille dessus. Si je devais définir le tantra, moi je dirais que c'est avant tout une voie de déprogrammation. C'est-à-dire que je me suis construit avec des croyances véhiculées par la société, des croyances véhiculées par la famille, par l'éducation. Et en fait, le travail du tantrika, c'est de déprogrammer pour finalement s'apercevoir qu'il n'y a pas de vérité, qu'il n'y a pas de vérité absolue, mais c'est plus un apprentissage de comment
en faisant tomber toutes ces croyances et ces blocages éventuels, j'arrive à danser pleinement avec l'existence. Voilà, je dirais que le tantra, c'est une école de danse avec la vie. C'est beau. Voilà. Et d'ailleurs, Skydancing, mais c'est pas du tout une référence à la danse en fait. J'ai fait exprès. En fait, quand Margot a créé Skydancing, elle avait besoin de trouver un nom pour son école. Et elle est entrée en méditation. Et elle dit que pendant cette méditation, elle a été visitée par Padmasambhava, qui est un des fondateurs du bouddhisme, notamment tantrique. Voilà, elle a été visitée, donc elle a décidé de nommer Skydancing à partir du surnom qu'on donnait à la parèdre, donc à la consort de Padmasambhava, qui s'appelait Yeshe Tsogel, et son surnom c'était Sky Dancer, c'est-à-dire c'est le surnom des Dakini, donc celles qui volent dans le ciel. Et c'est de là que vient le nom de Skydancing Tantra. Donc, Skydancing Tantra n'est pas une école de danse. C'est une école de tantra. Éventuellement, on danse dans le ciel, si ça nous inspire. Mais on danse la vie, comme tu dis. On danse la vie, en fait. On danse avec la vie. Et comment ça se passe dans un stage au niveau de la pratique? Est-ce que, justement, comment on danse cette vie au niveau de vos stages? Oui, alors, eh bien, en fait, il y a vraiment quelque chose qui est propre à tous les stages de tantra dits du tantra d'aujourd'hui occidentalisé, c'est que ce sont vraiment des espaces d'expérience, c'est-à-dire qu'on vient pas pour écouter un cours, une conférence, une théorie, mais on vient pour explorer, faire des pratiques, des exercices, et très souvent des exercices que l'on vit dans l'interaction avec d'autres personnes, parce que l'interaction, c'est pas le but pour nous, on ne cherche pas forcément à ce que les gens soit forcément avec les autres, mais on se sert de l'interaction comme un outil, en fait, parce qu'on sait que dans l'interaction avec autrui, il se passe des tas de choses. Voilà. C'est le meilleur déclencheur d'émotions qui existe, l'interaction. Bah oui, parce que est-ce que je me sens à l'aise? Est-ce que je me sens gênée? Est-ce que si? Est-ce que là? Est-ce que j'ai l'impression de bien aimer cette personne? Est-ce que j'ai des projections négatives? Donc on se sert de cette interaction. Donc dans un stage de tantra, y compris au Skydancing, eh bien, il va y avoir un certain nombre d'exercices. Après, nous, on a des outils, d'ailleurs, assez spécifiquement au Skydancing Tantra. On a les fameuses 3 clés. Ça, c'est Margot qui n'a pas inventé les trois clés, mais elle a eu la bonne idée de les nommer 3 clés. Ce sont les outils comme la respiration. On se base beaucoup sur des pratiques respiratoires, justement, notamment pour activer le lien à notre énergie vitale. Alors, ce n'est pas le Skydancing qui a inventé le fait que quand on respire, en général, on se sent un peu plus vivant que quand on est en apnée la moitié de la journée. Mais néanmoins, nous, on utilise vraiment des pratiques pour encourager ça, solliciter ça. Et puis on utilise aussi l'expression, donc de laisser sortir des sons de notre gorge, etc. Il y a aussi parfois des pratiques verbales avec l'idée vraiment de favoriser la mise en expression de qui on est, de ce qui se passe, parfois de nos émotions. Et puis on utilise beaucoup le mouvement. Alors le mouvement, il peut passer par des choses assez simples comme des moments de danse, et c'est pas un cours de danse, mais simplement de délier notre corps, que les tensions puissent aussi se délier, prendre plaisir aussi à mettre notre corps en mouvement. Puis le mouvement, il va aussi passer par des pratiques où à certains moments, on va vraiment mobiliser la mise en mouvement du corps de telle ou telle manière, parce qu'avec cette idée sous-jacente que ces fameuses 3 clés, elles nous permettent vraiment de mettre des choses en changement, en transformation, si on le souhaite, parce qu'on n'est pas obligé de se changer dans la vie finalement, si on est très bien comme on est, mais si en tout cas il y a des choses que l'on vit comme des empêchements, des inhibitions, des choses comme ça, eh bien l'utilisation de ces 3 clés sont très centrales en fait dans le fait de pouvoir faire bouger des éléments pour soi. Donc dans un stage, on va utiliser ces outils-là, comme je te disais, dans l'interaction. On va aussi utiliser des outils comme le massage, par exemple. Pourquoi le massage? Parce que c'est un outil magnifique pour aller travailler tout ce qui se passe dans la proximité ou la mise en distance d'ailleurs avec autrui. Qu'est-ce que ça convoque pour moi d'être amené à toucher
d'être amené à être touché et avec tout ce que ça peut convoquer dans le qui on est, dans notre rapport à la proximité avec les autres. Donc ça, c'est vrai que c'est un outil qui est aussi beaucoup utilisé. On va utiliser les visualisations aussi, c'est-à-dire comment on peut se mettre en lien avec des espaces de soi grâce au fait d'utiliser les bonnes capacités de notre mental à pouvoir visualiser des choses et pour favoriser en fait un lien plus unifié, plus vivant à qui on est. Voilà, peut-être d'autres choses auxquelles je ne suis pas en train de penser. Oui, on peut... Moi, je voudrais expliquer comment on utilise l'interaction pour que les gens progressent dans un certain nombre de domaines. L'interaction, comme Laurence l'a très bien souligné, c'est un outil qui déclenche des émotions. Et pourquoi et à quoi ça sert? Ça sert à ce que quand on arrive à faire de sa vie une méditation, c'est-à-dire quand on est en capacité en permanence d'observer nos émotions et l'impact qu'elles peuvent avoir sur comment on se sent et sur nos comportements, donc nos réactions à ces émotions, eh bien on se donne la possibilité de faire des choix. Donc faire des choix qui sont peut-être différents des conditionnements qu'on a subis de par notre éducation et notre environnement familial. Donc c'est en cela que je disais que c'est une voie de déprogrammation. C'est-à-dire je m'aperçois qu'à chaque fois que je me retrouve dans telle situation d'intimité à partager, je suis submergé et j'ai envie d'en faire quelque chose d'autre. Donc voilà, un stage de tantra, ça serait presque un terrain d'entraînement pour ça. Tu vois, je m'entraîne à être en lien avec les autres, à me respecter dans le lien, avec le seul objectif finalement de rester détendu dans le lien. Donc dans un stage de tantra, on apprend bien sûr à gérer ses élans, mais on apprend aussi à poser ses limites, à dire à quel moment on est d'accord pour aller dans l'intimité, plus ou moins. On apprend à régler la quantité d'intimité qu'on a envie de partager avec les autres à un moment donné. Et alors évidemment, quand on arrive à être plus détendu, automatiquement, même sans avoir utilisé les 3 clés, j'allais dire, on est vivant. Parce que quand tu es détendu, tu es en parfaite connexion avec tes sensations et avec tout ce qui frémit en toi, c'est-à-dire ta vitalité. Voilà, c'est ça un stage de tantra. Donc on travaille sur Shiva, métaphore de la conscience, Shakti, métaphore de l'énergie, c'est-à-dire dans un monde manifesté de manière très concrète, la vitalité des personnes. Et l'objectif, c'est l'éveil. Alors l'éveil, ça serait quoi? Moi je ne sais pas, je ne suis pas éveillé. Mais si j'étais éveillé, je crois qu'au moins le résultat de ça serait que je serais détendu dans toutes les situations de ma vie, quels que soient les stimuli extérieurs. Donc en fait, nous, on voit le stage de tantra comme un terrain d'entraînement à rester détendu, quel que soit le style de stimulation extérieure. Ok, c'est intéressant. Et comme après, en plus, vous proposez donc 6 stages, et à chaque fois, il y a quand même une pause entre 2 stages. J'imagine que du coup, il y a l'entraînement, on va dans la vraie vie, on va voir comment ça se passe pour ensuite peut-être revenir et il y a des feedbacks, j'imagine. Exact. Oui, tout à fait. Et puis, c'est vrai que la spécificité du TEL, donc, qui est proposé sur 6 semaines étalées sur 2 années, c'est non seulement ce que tu dis, c'est-à-dire la possibilité de vivre une semaine, de retourner dans sa vie, parce que pour nous, on a coutume de dire aux gens, mais votre stage de tantra, c'est pas pendant la semaine, c'est dans votre vie. Donc votre stage de tantra, il démarre le dernier jour quelque part. C'est qu'est-ce que je vais faire tout ça, parce que voilà, ça n'a pas vraiment de sens si c'est juste de vivre des semaines isolées de ça. Voilà. Donc, et donc, il y a comment je vais ramener ce que je vis dans ma vie de tous les jours. Et puis, une autre chose qui est quand même assez spécifique à ce cursus, c'est que les gens sont dans un groupe engagé sur 2 années. Et quand on te parlait de la notion d'interaction, les gens, la première semaine, ils apprennent à se rencontrer. Et puis après, c'est
un petit morceau de l'humanité à l'intérieur d'un groupe et avec tout ce qui peut se passer quand je recôtoie des gens que j'ai appris à rencontrer et voilà, et ceux avec qui je me sens en facilité, ceux qui me font un peu peur, ceux qui, etc. Et là, ils ont 2 années pour visiter en long, en large et en travers tout ce qui se passe dans cette interaction et se sert beaucoup en fait vraiment de ce chaudron collectif pour regarder comment les gens peuvent cheminer avec tout ça sur les 2 années. Donc voilà pour ce cursus. Ouais. Et au niveau des pratiques, je voulais savoir, donc il y a les 3 clés. Est-ce que c'est vraiment spécifique à ce qu'a reçu Margot Anand ou est-ce que justement elle prend aussi d'autres influences, enseignements Margot, elle a, si tu veux, elle a fait comme tout le monde, j'allais dire, et plus que tout le monde, parce que le sky, c'est quand même sky dancing, c'est quelque chose, c'est un monde tout à fait particulier. Mais elle a fait comme tout le monde au sens où elle a un parcours personnel, elle a un vécu, elle a appris de différents maîtres, elle est allée en Inde, elle a bourlingué un peu partout dans le monde. Margot, par ailleurs, c'est quelqu'un qui a une vie incroyablement riche. Il faut lire ses bouquins, ça se lit très vite et très facilement et c'est génial. Et Margot, elle a eu des influences. Elle a eu des influences par des mouvements de psychothérapie. Elle a beaucoup cherché spirituellement. Elle étudie encore à 82 ans avec un maître. Donc, elle n'a jamais fini d'apprendre, Margot. Et donc, Skydancing, c'est sa synthèse de toutes les influences qu'elle a reçues. Donc, elle a créé des choses et puis elle les a mélangées avec des choses qu'elle a reçues de plein de directions différentes. Et du coup, vous qui reprenez donc le skydancing, est-ce que vous apportez aussi d'autres enseignements en plus ? Comment ça se passe du coup cette transmission effectivement ? Je dirais que chaque génération d'enseignants apporte peut-être un raffinement à l'enseignement de base. Là, ça fait 35 ans que Skydancing existe. Au départ, ça a commencé avec 3 semaines. Et ça, c'est la création de Margot. C'est d'ailleurs, en gros, les 3 premières semaines du TEL, c'est le contenu de son livre L'art de l'extase sexuelle. Donc, parce que c'est un livre où elle décrit beaucoup de pratiques, en fait. Et les semaines 4, 5 et 6, ça a été des créations ultérieures, dont les nôtres. Donc ça fonctionne un peu comme une lignée dans la tradition, c'est-à-dire qu'il y a des générations successives de leaders. Moi, je ne me sens pas gourou, j'ai rien à apprendre aux gens, mais en tout cas des générations successives de leaders qui chacun amène sa patte. Alors nous, on a amené notre patte et puis on a amené le fait qu'on est un peu plus jeune, de plus de 20 ans que Margot, et qu'on a une autre vision de la vie, qui est façonnée entre autres par notre histoire, mais aussi par notre génération. Et il y en aura d'autres après nous, j'espère. Est-ce que plus tard, du coup, on va être à du 6 stages, finalement à du 9, 12 stages, parce que chacun va amener... Merci d'en parler, parce qu'en fait, aujourd'hui, les programmes officiels de Skydancing, ce n'est pas seulement ces 6 semaines. Il y a aussi 3 autres stages qui sont des stages dits officiels de Skydancing et qui sont un programme homme-femme. Donc un travail autour de la notion de genre. Et donc il y a un de ces stages qui s'appelle la Grande Union. Tu connais Pierre Darroux, Bodhi Sambhava, que tu accueilles ici aussi. Et là, c'est un chemin où les hommes d'un côté, les femmes de l'autre vont cheminer pendant 5 jours ensemble, séparément, et puis se retrouvent pour les 2 derniers jours. Et puis, il y a aussi un stage qui s'appelle Sky Homme, il y a un stage qui s'appelle Sky Femme, où là, on va approfondir d'un côté le sujet de la masculinité et de l'autre celui de la féminité. Donc oui, il y a plusieurs propositions. Donc aujourd'hui, je dirais qu'il y a 9 propositions officielles des instituts, plus tous les stages que Margot a envie de créer, parce que c'est quand même encore son école, même si aujourd'hui, au jour le jour, on la dirige. C'est l'école de Margot, et Margot, elle fait ce qu'elle veut, évidemment. Donc, dès qu'elle a une envie de créer quelque chose, on essaie de la soutenir à cet endroit. Super.
Pour revenir par rapport à ta question sur peut-être quels sont nos apports, bon, j'ose espérer que notre créativité n'est pas finie, mais il y a une des choses vraiment qui nous tient à cœur et qui a été d'ailleurs quelque chose de central dans un des modules qu'on a co-créé pour le TEL, qui est vraiment de vouloir porter notre attention de manière affûtée sur la question des désirs et des limites, parce que le tantra, c'est une voie qui s'intéresse à énormément de facettes de la vie, y compris des facettes qui peuvent être plus vulnérables parce que ça touche la question de l'intime. Et pour nous, par rapport à notre expérience personnelle et professionnelle, ça nous semble extrêmement précieux d'offrir un espace où les gens ont vraiment le temps de sentir ce qu'ils sont en train de vivre et qu'ils puissent vraiment cheminer, non pas au rythme que nous on décide lorsque l'on anime, mais qu'ils puissent cheminer vraiment dans leur propre rythme. Et ça, c'est quelque chose sur lequel on a beaucoup insisté, qui correspond aussi à quelque chose qui est probablement beaucoup plus dans la mouvance des accompagnements d'aujourd'hui globalement, pas au-delà de la question du tantra, et qui était peut-être moins présent il y a 40 ans, où on était plus à faire claquer tous les carcans éducationnels, etc. Donc on est dans une autre époque aujourd'hui. Je dirais qu'on est un peu plus doux. Oui, voilà, il y a quelque chose, voilà, aussi par rapport à notre patte. Et puis aussi quelque chose que je voulais dire par rapport à Margot, moi pour lequel il y a vraiment une notion où j'honore beaucoup en fait. C'est-à-dire qu'à la fois, il y a vraiment ce qu'elle a créé et ce qu'elle a souhaité proposer, et puis en même temps, elle ne cherche pas à créer des clones. On a beaucoup d'espace de liberté aussi pour justement amener notre couleur, nous, mais aussi les autres animateurs qui interviennent dans le cadre du TEL, dans le cadre des autres programmes de Skydancing. Et ça, j'ose espérer que ça soit vraiment un terreau vraiment fertile pour Skydancing, pour pas qu'on ronronne. Oui, on a 35 ans, donc c'est une école maintenant qui a ses racines qui commencent à être anciennes, mais voilà, de rester vraiment actif et intéressé, curieux de tout ce qui peut être apporté, aussi en fonction des centres d'intérêt des uns et des autres, et qu'est-ce qu'on a plus ou moins envie de creuser, je dirais, comme thème. Alors ça me fait une transition parce que moi il y a un sujet qui m'est cher et dont je veux parler absolument. C'est que Skydancing, c'est bien sûr des programmes officiels qui sont dispensés par des instituts. Donc on a, comme j'ai dit tout à l'heure, il y a un institut francophone, il y en a un aux États-Unis, un en Allemagne, peut-être un jour au Brésil, peut-être ailleurs. Bientôt, si j'ai bien compris. Le Brésil, on est en train de le lancer. Ouais. Le lancer, voilà, soyons humbles. mais c'est aussi, et beaucoup en fait, une fédération d'enseignants. C'est pas que nous, enfin c'est pas que les quelques enseignants qui animent les programmes officiels. De temps en temps, quand ça nous chante au Skydancing, on lance une formation pour enseignants. Je dis de temps en temps parce que depuis 35 ans, je dirais qu'il y en a eu 3 aux États-Unis, 3 en Europe. Et là, c'est des stages pour des formateurs. Pour devenir animateur. Pour devenir. Oui, pour devenir enseignant de tantra ou facilitateur de tantra. Et donc, en gros, il y en a eu 6 dans l'histoire. On vient d'en démarrer une au Hameau de l'Étoile il y a un mois. Là, tu nous y as sans doute vu, avec des Américains, des Allemands, des Indiens, des Brésiliens. Et en fait, voilà, ça n'est que la 7e formation pour des enseignants. Mais on forme des enseignants et il y a des enseignants qui, après cette formation, demandent à être certifiés Skydancing. Alors la certification de Skydancing, il faut avoir fait le TEL, il faut avoir fait la formation pour enseignants qui est également sur 6 semaines, et puis il faut recevoir, je dirais, la bénédiction de Margot, Laurence et moi. Donc c'est nous qui, de manière subjective, à la fin du teacher training, lorsque les personnes nous demandent à intégrer le programme de certification, prenons ou pas la décision de donner cette certification. Et donc, les enseignants certifiés, ils sont reliés à la communauté de Skydancing et ils représentent Skydancing. Donc, à ce titre, ils signent une charte éthique, ils signent un contrat de certification et ils sont tenus à un certain nombre de guidelines et de manières de présenter leurs activités.
Alors, Voilà, donc eux, ils créent leurs propres stages sur des tas de thématiques différentes qui les intéressent. Donc ça relie aussi à ce que je te disais juste avant sur le fait qu'on a vraiment à cœur de soutenir le fait que les gens développent des choses qui soient vraiment en lien avec leur centre d'intérêt propre. Et puis, mais par contre, il y a ce lien commun qui est l'engagement de respecter une même charte éthique et un certain nombre un tronc commun, je dirais, d'attitude et d'état d'esprit vis-à-vis des gens qu'on accompagne. Donc ça, et aujourd'hui, je dirais qu'on a à peu près la communauté des enseignants de Skydancing. Oui, j'avais demandé les chiffres. Alors en Europe, ça serait une 50aine d'enseignants à peu près. D'accord. Ouais. Et puis aux États-Unis, il y en a une 15aine. Ouais. Je dirais, alors tous ne sont pas complètement actifs, mais quand même, la plupart sont actifs. Donc c'est une fédération. Voilà, ça fonctionne comme une fédération avec des réunions d'enseignants. Il y a même un processus de supervision entre pairs, donc on appelle ça l'intervision, où les gens viennent présenter des cas qu'ils ont rencontrés dans des stages, qu'ils ont eu du mal à régler ou qu'ils ont eu du mal à gérer. Et ils sont aidés par la communauté pour réfléchir sur comment résoudre ces difficultés et puis à regarder leur part. Parce que finalement, quand tu animes du tantra, tu n'enseignes que ce que tu es. Et donc, il y a évidemment un gros travail d'introspection à faire quand tu es en responsabilité de la psyché de 50 personnes ou moins. Mais voilà, les groupes de Skydancing aujourd'hui, c'est entre 40 et 50 personnes. Et combien de personnes sont passées par le TEL? Est-ce que vous avez une petite idée? Ça, c'est la question. Des milliers. Ouais, je pense des milliers. Ouais. Sur 35 ans, je crois qu'il n'y a pas eu une seule année où il n'y a pas eu de démarrage de promotion. Donc oui, c'est vraiment, je pense, des milliers de personnes parce que il y a aussi les États-Unis, il y a aussi l'Allemagne. Et depuis des années déjà, on commence une nouvelle promotion tous les ans. Donc chaque mois d'octobre, il y a la semaine 1 qui commence pour un groupe et il y a la semaine 4 qui commence aussi pour ceux qui ont commencé l'année dernière. Et puis maintenant, on avait des listes d'attente. On a cette chance aujourd'hui d'avoir une certaine notoriété. Et pour résorber ces listes d'attente, on a décidé de passer une année sur 2 à 2 promotions qui démarrent. Oui, j'avais remarqué effectivement. Oui, tu avais plus de réservations de notre part. Plus de stages. C'est bien, ça fait du coup 2 fois plus de personnes, une fois sur 2 qui sont formés. Et donc après ça, est-ce qu'ils deviennent formateurs? Non, pas forcément. Là, c'est vraiment personnel. Non, là, c'est vraiment à titre personnel. Donc il y a des gens qui s'inscrivent à titre individuel. Il y a un certain nombre de personnes qui s'inscrivent en couple, même si ce n'est pas un cursus qui est spécifiquement fait pour les couples, mais les couples y sont bienvenus néanmoins. Et il n'y a pas du tout besoin d'avoir des velléités de devenir facilitateur de stage de tantra pour faire le TEL. C'est vraiment un cursus personnel. Voilà. Et d'ailleurs, pourquoi nous, on demande aux gens qui vont faire la formation de facilitateur d'être passés par le TEL? Parce qu'on estime que c'est la part de travail personnel qu'on leur demande d'avoir sur eux-mêmes avant de commencer à regarder ce qui est à travailler au niveau de la posture professionnelle. Parce que on n'enseigne que ce qu'on est. Donc de toute façon, il y a besoin aussi évidemment de faire ce travail personnel. Donc voilà, et puis depuis de tout temps au hameau de l'Étoile, le TEL. Toujours pour ce qui est de l'Institut francophone, depuis la première fois. On a la chance de vous avoir effectivement, ça fait 35 ans. Oui, 35 ans. Un beau partenariat. On a grandi ensemble. Le premier stage que tu as fait, tu as dit que c'était au hameau de l'Étoile et c'est encore aujourd'hui. Exact, et puis ça fait... Oui, c'est un lien d'affection aussi avec ce lieu et puis de voir aussi que les gens sont heureux de venir là. Donc il y a nous au niveau de l'équipe, de l'accompagnement, on aime bien venir ici, mais il y a aussi les participants qui sont toujours ravis de venir au hameau. Le lieu joue un petit peu dans Oui, dans c'est vos clair, stages. c'est clair. Non, on ne peut plus bouger. Au-delà de l'affection qu'on a pour vous tous ici, parce qu'on vous connaît depuis longtemps, nous, on ne peut pas bouger du... Oui, c'est on rigolo. est attaché à ce lieu. Oui, c'est rigolo comme ça. Alors évidemment, on essaie d'enseigner le détachement.
On est des êtres humains. Pour ça, je suis d'accord, restez attachés à nous, même si vous enseignez. Bah, chouette. Et je voulais savoir si vous aviez des exemples ou des retours d'expérience pour des personnes qui auront fini le TEL. Qu'est-ce qu'on peut vraiment attendre du coup après 6 semaines de transformation? Alors, bon, déjà, je vais te répondre quelque chose qui n'est pas très humble, mais qui est dit très souvent, c'est qu'il y a un avant et un après, vraiment, dans la vie des gens. C'est comme si c'était, déjà, c'est 2 ans sur leur vie, donc c'est pas rien. Je veux dire, c'est pas juste, hop, un stage en passant. Et souvent, vraiment, ça les marque très fort. C'est une telle aventure, en fait. Ils rentrent dans l'aventure pour 2 ans. Et en tout cas, moi, de ce que je comprends de leur retour, c'est que, oui, c'est qu'il y a un regard qui est posé sur la vie qui est différent. Que c'est possible, en fait, de pouvoir peut-être renouer avec un qui on est, certes plus conscient, plus unifié, peut-être moins se sentir, je ne sais pas, telle personne à titre professionnel ou telle personne à titre individuel, mais qu'il y ait quelque chose qui soit mieux relié dans le qui on est et dans notre personnalité, et qu'on n'ait pas l'impression de montrer des bouts de soi complètement différents. Et puis il y a la question aussi dans le tantra qui est d'honorer le fait qu'on a une nature joyeuse, je dirais, voilà, aussi de pouvoir profiter de la vie, et que ça, c'est pas quelque chose qu'on inculque en disant allez, soyez joyeux, mais que c'est plutôt quelque chose qui émerge parce que on fait de la place. Moi, c'est quelque chose aussi qui m'est précieux, c'est cette notion d'être plus disponible aussi pour sentir, et souvent c'est les retours que l'on a, c'est que les gens ils se sentent plus vivants, quoi. Alors, moi, il y a beaucoup de gens qui nous disent le TEL, ça a changé ma vie. Pas tous. Enfin, moi, je fais partie des gens pour lesquels le TEL, ça a changé ma vie. Mais après, le tantra, je dirais que c'est pas fait pour tout le monde. J'ai pas la croyance ni la prétention que ça va régler les problèmes de tout le monde. Notamment, c'est une voie très directe, c'est une voie de l'expérience. On apprend par l'expérience. Les enseignants, moi, j'ai rien à enseigner aux gens. Je sais juste, avec Laurence, on sait créer des espaces d'expérience où les gens apprennent de leurs expériences. Mais l'apprentissage par l'expérience, c'est quelquefois très difficile. Pour des personnes qui sont psychologiquement fragiles, c'est pas forcément toujours la meilleure façon de faire bouger un système. Quelquefois, il vaut mieux faire une bonne thérapie que papillonner dans des stages de tantra. Donc, voilà, pour beaucoup de personnes, c'est une aventure très, très, très transformatrice, mais c'est juste quelque chose qui n'est pas fait pour tout le monde. Et est-ce qu'il y a une manière pour justement tester? Parce que le TEL, c'est quand même 6 semaines, on va peut-être pas tout de suite partir sur un TEL. Est-ce que le Skydancing propose quelque chose pour goûter et voir si... Oui, il y a beaucoup de choses qui sont proposées justement par la communauté des enseignants certifiés. Déjà, nous, en tant que prérequis, pour pouvoir s'inscrire au TEL, il faut d'abord suivre un stage dit d'initiation au Skydancing Tantra. Alors quelquefois, c'est pas seulement de l'initiation d'ailleurs, c'est des vrais stages de tantra, mais c'est une initiation au TEL. Voilà, c'est ça. Et en fait, en quoi c'est une initiation? C'est qu'en fait, ce sont des stages plus court et en tout cas ponctuel, même si c'est une semaine, il n'y a pas ce fameux engagement. Donc les gens ont la possibilité de suivre un stage de 3 jours, de 4 jours, de 5 jours, suivant ce qui est proposé par l'ensemble des enseignants. Il y a aussi même la possibilité de goûter à ça sur des formats encore plus courts. Il y a des personnes qui proposent des ateliers en soirée ou sur une journée. Moi, pendant plus de 15 ans, j'ai proposé des soirées à Lyon de manière mensuelle. Donc c'est une manière en fait de venir goûter à quelque chose. Par contre, pour venir au TEL, on ne peut pas
pas avoir fait seulement une soirée, il faut avoir fait au moins un stage de 2 voire 3 jours. 2 voire 3 jours, ce qui permet vraiment de venir goûter à ce que c'est et de se laisser sentir si on se sent prêt à envisager de s'inscrire dans un cursus sur la durée. Et la directrice de l'Institut, que tu connais bien, c'est Nital, lorsqu'elle reçoit une candidature de quelqu'un pour le TEL, elle va demander avec qui la personne a fait son stage d'initiation et donc elle contacte l'enseignant pour dire est-ce que tu penses que cette personne est en capacité, sans se blesser, entre guillemets, de participer au TEL. Ah oui, il y a un vrai encadrement. Oui, parce que pour nous, le but, c'est pas que les gens se lancent dans un cursus où on a l'impression d'avoir des indicateurs que c'est pas forcément pour eux, ou en tout cas, c'est peut-être pas le moment, quelquefois, tout simplement. Et en tout cas, c'est quelque chose dont on discute aisément avec les personnes elles-mêmes. C'est pas un processus caché derrière elles, mais voilà. Donc les personnes, elles savent qu'elles font d'abord un premier stage, et puis quand elles postulent pour le TEL, si c'est un non, on explique aussi que peut-être il faut d'abord faire d'autres stages pour un peu mieux se familiariser et puis de regarder si c'est envisageable de pouvoir s'engager sur des stages d'une semaine. C'est des cursus, c'est pas rien de rester une semaine d'affilée en stage, donc de pouvoir naviguer avec des éventuels processus émotionnels, etc., qui forcément sont un peu plus vastes à intégrer que quand on fait un stage de 2 jours. Donc voilà. En tout cas, c'est cadré. On sent vraiment qu'il y a de la conscience dans tout ce processus. Je comprends pourquoi le skydancing est vraiment connu et reconnu comme vraiment dans le monde du tantra, notamment par ce côté bien accompagné. On fait de notre mieux et en tous les cas, c'est important pour nous d'être aussi conscient et attentif que possible sur comment on peut accompagner les personnes dans un environnement qui soit sécurisant et pour elles. Donc, voilà. Et Skydancing, c'est une école qui est très ancrée dans la vie concrète en fait. Il y a des dimensions très spirituelles, mais ce n'est pas quelque chose d'éthéré qu'on ne pourrait pas appliquer dans sa vie de tous les jours. Comme disait Laurence, le vrai stage de tantra, il commence à la fin du stage. On part pour ramener ce qu'on a intégré dans sa vie de tous les jours. Sinon, ça ne sert à rien. Ça sert à prendre un petit shoot de tantra pour que ça aille mieux. Et puis tu retournes avec tous tes problèmes et tes casseroles dans la vie. C'est pas ça, le tantra, c'est changer profondément à l'intérieur pour changer sa manière de danser avec la vie. Merci. Est-ce que on a bientôt terminé cette interview, est-ce que vous auriez un dernier mot pour ceux qui nous écoutent ou une pratique, un mantra ou un message du coup pour nos téléspectateurs? C'est vrai que je vous prends un peu de cours, désolée, on n'a pas du tout préparé ça. Je vais te dire, voilà, pour moi, une méditation d'un texte traditionnel qui s'appelle le Vijnana Bhairava Tantra, donc le traité de la connaissance de la réalité absolue. Et cette méditation, tu peux fermer les yeux, inspire, expire et plonge dans l'espace entre inspire et expire. Ça, c'est une méditation de la tradition tantrique. Faire attention à cet espace entre l'inspiration et l'expiration. L'espace au-delà de la dualité, entre inspire et expire. Et c'est l'espace de la méditation profonde aussi. Super. On peut terminer là-dessus. Merci encore de nous avoir de votre présence, de ce moment ensemble pour découvrir donc, le tantra et le skydancing, l'école. Merci à tous de nous avoir écoutés. J'espère que du coup le podcast vous plaît dans son ensemble. N'hésitez pas à vous abonner, à mettre un petit pouce en l'air, à suivre les prochains podcasts. On y met beaucoup d'énergie. On est ravis d'accueillir des personnes comme vous, Laurent et Laurence. Et voilà, si
Skydancing vous intéresse, vous pouvez aller sur le site internet, donc j'imagine skydancing.com ou .fr. Tapez ça dans le Vous Skydancing dans le moteur de recherche. On trouve facilement Skydancing Tantra. trouver. On a plein de sites en fait, donc je me souviens jamais du. Et puis les livres de Margot Anand pour aller plus en profondeur. Merci encore, merci à vous. Et puis on vous retrouve pour une prochaine fois, normalement dans 2 semaines. Au revoir. Merci Wamo. Merci. Merci Mathilde.